vendu quand il avait 5 ans. D'après ce qu'il racontait, ce fut un hasard. Ma grand-mère pensait qu'avant la fin de l'hiver, elle devrait vendre 1 ou 2 enfants. Mais elle n'avait encore rien décidé. Si la récolte était mauvaise, elle en vendait 2. Si elle était bonne, elle en vendait 1 et elle gardait l'autre pour l'année suivante. Tous les enfants savaient que l'un d'entre eux devrait partir au marché avant la fin de l'automne. Monsieur qui allait devenir mon père n'était pas encore au courant. C'est alors qu'une nuit, avec la tante Enida qui devait avoir dans les 5 ans, ils se levèrent affamés. Et en essayant de trouver quelque chose à manger, ils renversèrent la jarre de lait. Ma grand-mère eut plus longue d'une hésitation. Le lendemain, elle est au marché avec les 2 enfants, s'évitant ainsi des calculs à faire avant la fin de l'automne. Mon père, elle le vendit pour presque rien parce qu'elle le considérait comme responsable du désastre du lait, bien qu'il le nia jusqu'au bout. Que l'histoire du lait fut vraie ou non, il semble que le père fut pas un enfant modèle. Celui qui l'acheta leur vendit la même semaine. Le second acheteur leur vendit le jour même. Et ainsi de suite, la chaîne continua. Le père n'arrivait à rester entre les mains de personne. À tel point qu'il se rappelait pas lui-même le nombre de fois où il a été vendu. Il avait tellement pris l'habitude de passer de main en main que si au bout de 6 mois, le maître l'avait pas vendu, il allait lui-même au marché chercher un autre acheteur. Avec le temps, mon père aussi devient acheteur d'enfants, grand connaisseur en la matière. Il n'arriva jamais à se faire de l'argent parce que c'était un très mauvais administrateur. Quand il se maria, il abandonna le négoce. Resta seul avec nous. On n'était pas nés encore. Tout ce qu'il savait, il l'appliqua à ses enfants. Si bien qu'un seul de ces garçons ne fut jamais vendu, parce qu'il était resté dans un arbre. Je devais avoir dans les 7 ans, et mon frère 4. Quand un jour on décide de s'échapper de la maison pour faire une promenade dans la campagne, j'ai grimpé dans un arbre, il m'a suivi, puis on a commencé à s'ennuyer. Je suis descendue, il a pris peur. J'ai dû le laisser. Tu restes là, moi je vais à la maison chercher de l'aide. Je reviens tout de suite. J'ai peur! Mais pourquoi es-tu monté si tu devais avoir peur? Si j'avais su que t'étais aussi pleurnichard, je t'aurais laissé à la maison. Je t'amènerai plus. Attends ici. Après, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai oublié. Je suis pas venue chercher. À la maison, on s'est pas inquiété. Le frère était ainsi, il partait et revenait le lendemain. La mère le connaissait bien. Oh non, j'ai pas le temps d'aller chercher ce sacré pain. Il est comme ton père, il sort et on sait jamais quand est-ce qu'il revient. Des années plus tard, en me promenant dans la forêt, j'ai entendu une voix me parler du haut d'un arbre. Et vous là, en bas? Qui est là en haut? Ah, moi qui d'autre? Bah, t'es toujours là. Bah, et où je serais sinon? Je sais pas moi. Maman dit que tu seras sûrement devenu un ivrogne et qu'elle va te tuer. Mais qu'est-ce qu'elle en sait, cette vieille? Comment ça va à la maison? Oh, toujours pareil, on est tous un peu plus vieux. Et toi, comment ça va? Pas si mal que ça, on dirait? Oh, plus ou moins, hein, je vais pas me plaindre. Ma femme est sortie avec les enfants, elle va bientôt revenir. T'as des enfants? À 4, le dernier a 2 mois. Et toi alors? Moi, toujours rien. Bah voilà, ben, on verra si on se voit pas un peu plus souvent. Salut tout le monde là-bas à la maison. Et venez quand vous voulez. Pareil pour toi, viens nous voir, on verra si t'es après à descendre de l'arbre. Ben, il se trouve que ma femme et moi, nous sortons peu à cause des enfants et parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre au sol. Mais vous venez quand vous voulez. À partir de ce jour-là, et après tout ce temps,
le frère a repris contact avec la famille. Malgré les connaissances de mon père en matière de négoce, m'ont vendu assez tard. Pareil qu'après j'ai guéri, mais qu'enfant j'étais malade de la tête. Et que c'est que pour ça que personne ne voulait donner un sou pour moi. Ce qu'il y a, c'est que personne t'a acheté, ça je te jure. Et c'est pas par manque d'effort de ma part, au contraire. Je crois qu'il n'y en a aucune pour qui j'ai fait autant de publicité que pour toi. Que t'étais mignonne, que t'étais intelligente, que t'étais gentille, ainsi de suite. Une marchandise de première qualité. Une enfant comme on n'en avait jamais vu. Mais qu'est-ce qui se passait pour qu'on n'achetait pas avec toute cette réclame? Je crois que c'était ta tête qui t'aidait pas. Les gens s'en rendaient compte immédiatement. Ils te voyaient cette tête et ils continuaient leur chemin. Si tu parlais, c'était bien pire. Mais ils avaient même pas besoin de t'entendre. Je crois que j'ai jamais vu une enfant aussi invendable que toi. Mon père m'emmenait au marché tous les dimanches, bien propre et bien coiffé. Et on revenait sans que même personne m'ait demandé combien je coûtais. J'ai vécu ainsi, allant de marché en marché, devenant vieille. Jusqu'au jour où apparut une femme qui voulait acheter n'importe quel enfant. Et ça lui était égal qu'ils soient en bonne santé ou malades. Le père lui a probablement fait un prix pour pouvoir se débarrasser d'une marchandise qui ne trouvait pas de débouché. La femme n'était pas méchante, mais elle n'avait pas la moindre idée de ce que c'était que de s'occuper d'un enfant. Elle s'est consacrée aux poules. Elle pensait qu'un enfant ou une poule, c'était plus ou moins la même chose. Ouais, vivre comme une poule m'intéressait pas. Au bout de 2 mois, je lui ai suggéré de me vendre. Pas question. Avec tout le temps que ça m'a demandé, trouver quelqu'un qui veut bien vendre un enfant, je suis pas disposée à me débarrasser de toi comme ça. Ou alors faut qu'on m'en donne un bon prix. Monsieur, si vous pensez que je suis une poule. J'aimerais bien que tu sois une poule, et pas une petite fille gloutonne. Toi l'enfant, pourquoi tu bois tant? Mais ce qu'il y a, c'est que je bois pas, je bois seulement du lait. T'en bois en quantité. En plus tu manges du grain. Parce que j'ai faim. Les poules ne boivent pas de lait. T'as vraiment besoin de prendre du lait avec tout le grain que tu me prends déjà? Mais du lait, j'en prends pas tous les jours. Ton père m'a pas dit que tu buvais du lait. Tu peux pas essayer de te tenir un petit peu correctement? J'insistais. Je disais peut-être qu'elle pourrait m'échanger contre une poule. Contre une grosse poule. Comme celle qu'il y avait au bout de la rue, là, et qui lui plaisait tant. Je crois que j'insistais tellement que j'ai fini par l'ennuyer. Au bout d'un moment, je l'avais presque convaincue quand une voiture l'a renversée. On l'a emmenée à l'hôpital. Je n'ai plus de nouvelles d'elle. Alors je suis restée dans la rue, sans maître ni rien. Dans cet état-là, il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour moi. Qu'est-ce que j'allais devenir maintenant que la femme aux poules n'était plus là pour me vendre? Au bout de quelques jours, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Bon, je savais que je trompais un peu ma maîtresse, qui était à l'hôpital et qui était la seule à pouvoir me vendre, mais j'ai quand même essayé de trouver un acheteur pour essayer de trouver quelques sous pour manger. J'avais pas la moindre idée de la valeur que je pouvais coûter. Mais je savais que c'était pas grand-chose parce que jamais quelqu'un avait montré le désir de m'acheter. Je m'asseyais dans la rue. Je regardais les gens qui passaient. Surtout les femmes. Les semaines passaient. Personne ne me demandait rien. Pas même combien je coûtais. Moi qui ayant beaucoup fréquenté les marchés avec mon père, j'avais peu d'expérience. J'ai toujours été assez timide, ça m'aidait pas non plus. Je savais pas si je devais m'offrir ou mettre une pancarte. J'étais en train de me dire que c'était peut-être vrai ce que disait mon père, que j'étais vraiment invendable. J'étais en train de me dire ça quand un homme passe et me dit... Qu'est-ce que tu fais là, que je te vois tous les jours? Ben, il se trouve que je suis restée sans maîtresse. Une voiture l'a renversée. Bon alors tu viens chez moi, j'ai 2 enfants, on va pouvoir faire quelque chose. Bon, mais comment on négocie cette affaire? Comment on négocie quelle affaire? Oui, qui paie? Tu paies quoi? Qui paie pour moi? Ou alors je viens gratis? Écoute, malgré seul comme tu es, pour toi je ne te donnerai pas plus d'un sou. Top est là, et qu'on n'en parle plus.
Il m'a emmené là-bas chez lui. Rien n'était comme chez la vieille aux poules. La nouvelle maîtresse était une dame. Il pensait qu'on devait s'occuper des enfants. Elle m'a fait laver et elle m'a donné des vêtements propres. Bah, je sais pas, mais on dirait que jamais personne s'est occupé de cet enfant. Quelqu'un s'est déjà occupé de toi? Bien sûr que oui. Bah, ça se voit pas. Il se trouve que ça fait des jours que ma maîtresse est à l'hôpital et que nous sommes restés sans lait, ni rien. Vous ne savez pas ce que c'est de pas avoir de maîtresse. Dans cette maison-là, j'ai commencé à connaître le monde. Malgré mes 9 ans, je connaissais très peu de choses de la vie. J'avais seulement vécu avec ma famille et la femme aux poules. Avec la nouvelle famille, les enfants se vendaient pas. Quelques-uns restaient jusqu'à ce qu'ils soient grands. Et s'en allaient quand ils en avaient envie. Sûr que ça, c'était nouveau pour moi. Penser que j'allais rester avec mes nouveaux frères pendant toute une vie, ça m'a paru fantastique. Mais au bout de quelques semaines, il a bien fallu se rendre à l'évidence. À cause de ça, parce qu'elle vendait pas d'enfants, la famille était très pauvre. Aussi pauvre qu'aurait été n'importe quelle famille si le père de temps en temps n'avait pas emmené 1 ou 2 enfants au marché. On pouvait donc rester avec des enfants toute sa vie sans se soucier de rien. Oh, genre les voyant si pauvres, je leur ai demandé pourquoi ils me vendaient pas. Si vous me vendez, vous pourrez en tirer quelque chose. Évidemment, pas beaucoup, parce que moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais jamais personne ne m'achète. Mais t'es folle? Tout ça, c'est la faute de ta mère, là, cette femme pleine de poules. Celle-là, ce n'est pas ma mère. Ah non, mais qu'est-ce qu'elle est, alors? Ma maîtresse, la deuxième. Ma mère a été ma première maîtresse. Après, celle des poules. Et après, vous. Mais je suis pas ta maîtresse, n'importe comment. Mais t'as une mère ou t'as pas de mère? Ben, j'en ai une. Bien sûr que oui. Faut bien que je vienne de quelque part, comme tout le monde, non? Et ta mère? Qu'est-ce qu'elle dit, ta mère, quand elle t'entend parler comme ça? Ben, elle dit rien. Ces derniers temps, on ne peut pas beaucoup. Voilà ce qu'elle dit. Petit à petit, j'ai vu qu'ici, il n'était pas question d'emmener un enfant marcher. Avec mon nouveau maître, on allait à l'école. On jouait. Et tout laissait prévoir que ça allait continuer qui sait jusqu'à quand. Je n'ai plus supporter. J'ai décidé de me vendre moi-même. Même si c'était pour pas grand-chose, c'était mieux que rester avec cette famille à mourir d'ennui et qui vendait rien. Il semble que c'est à ce moment-là que le père a eu comme une crise d'amour pour toi. Il passait ses journées à dire à la mère qu'il s'ennuyait de toi. Que pour le peu qu'on lui avait donné pour toi, il aurait mieux valu ne pas te vendre. Et des trucs du même genre. Lui vint un tel amour qu'il partit à la recherche de la femme qui t'avait acheté. Il a appris qu'elle était morte écrasée par une voiture. Et qu'on n'avait plus aucune nouvelle d'elle. Lui vint alors une grande tristesse. Il s'asseyait dans la rue et ne pensait qu'à sa petite fille. Ma petite enfant chérie, t'es perdue, perdue. Elle est si gentille, si intelligente. Je te reverrai plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Un jour, mon maître m'a envoyé acheter du vin. Et quand j'entre dans le bar, sur qui je tombe? Sur mon père, où il jouait aux cartes. Et de me voir rentrer, son cœur éclate presque. Il m'a prise dans ses bras. Mais la friponne est de retour, enfin. Et moi qui croyais que je t'avais perdu. Mais maintenant je te rachète, tu vas voir. Pour toi je paie n'importe quelle somme. N'importe quelle somme. Je revends 2, je revends 3 de tes frères. Je revends la famille entière. Ça m'est égal. On se séparera plus jamais. Comment ça va? J'ai appris que la femme aux poules était morte. C'est mieux comme ça, t'avais rien tiré de cette vieille. Oui, après celle des poules, la famille m'a acheté. Maintenant, je suis avec eux. Mais ceux-là, ils ne vendent pas. Le mieux serait de filer d'ici tout de suite. Jamais. Ça serait du vol, et moi je vole pas les enfants. Mais ils ne vont pas vouloir me vendre, papa. Je t'assure. C'est une famille qui ne vend pas. Je sais pas pourquoi ils ne vendent pas. Mais ces gens racontent des âneries. Où est-ce qu'on a vu que les enfants ne se vendaient pas? On va aller leur parler. Je suis revenue à la maison avec dans une main le litre de vin et dans l'autre la main de mon premier maître, c'est-à-dire mon père, pour examiner si j'étais en vente ou non. Là, le père a pu vérifier qu'elle avait raison. Cette famille-là était butée et ne voulait même pas en entendre parler. C'est ici. Jusqu'à ce que le père demande. Bon. Alors on va voir. Combien vous avez payé pour elle? 1 sou. 1 sou? Avec ce que vaut cet enfant? Mais c'est une insulte à la famille. Est-il malhonnête qui t'a vendu? Personne. Ils m'ont payé, moi.
Mais alors on n'en parle plus. V'là 100 sous. Et maintenant elle est à moi. Et je vous ferai remarquer que je paye bien plus que ce qu'elle vaut, parce qu'elle est malade de la tête et que ça fait baisser beaucoup le prix. Mais je paye parce que je l'aime. Et on peut pas aller contre la tendresse. Malade et tout, je l'aime, ma petite fille, je l'aime. Sur le chemin de la maison, le père n'arrêtait pas de dire que ce qui le rendait le plus joyeux, c'était qu'elle s'était vendue toute seule. Pas pour une somme symbolique. On n'a jamais vu ça. Mais qu'elle s'était pas laissée ramasser dans la rue comme une n'importe quoi. Et voilà, je te l'amène. Celle-là, sûr que c'est une petite rusée. J'ai dû payer une fortune pour elle, mais elle la vaut. Tu ne sais pas ce qu'a fait cet enfant. Est-ce que tu peux imaginer qu'elle est restée sans maîtresse et qu'elle s'est vendue toute seule? Pour un sou. Une misère. Mais on n'en rencontre pas tous les jours des enfants capables de se négocier elles-mêmes. C'est une vraie championne, celle-là, sûr qu'elle ira loin. Hein? À partir de ce moment-là, je suis revenue à la famille, après avoir passé 3 années à droite, à gauche. À la maison, il restait quelques-uns des anciens frères. Plus 2 qui étaient nés quand elle n'était pas là. Je suis devenue le bras droit de mon père. Il me consultait sur les affaires de la famille. On allait ensemble au marché. Un jour, il m'a même autorisé à vendre ma petite sœur Selma parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour aller au cinéma. Ça a été une bonne affaire pour elle, parce qu'après, ils l'ont mariée avec un Espagnol et ils l'ont fait marquise de... Je sais plus quoi. Mais au bout d'un an, le père a complètement changé. Faut croire qu'il commençait à vieillir parce qu'il était devenu une autre personne. La maison était pleine d'enfants, il y avait du désordre, de la faim, du froid en hiver. Et lui, rien, ne vendant personne, sans initiative, sans joie. On croyait qu'il était malade, on savait pas quoi faire. La mère se tuait au travail pour qu'un peu d'argent rentre à la maison. Un jour, mon père est sorti en disant, comme toujours... Je reviens, je vais au bar m'en prendre un. Le déjeuner sera prêt tout de suite. Je m'en prends un et je reviens, c'est l'affaire de 2 minutes. Oh. C'était un dimanche. Peu de temps après, ma mère m'a envoyé au bar du coin pour lui dire que le déjeuner était servi. Mais je l'ai pas trouvé. Et comme toujours, ton père va réapparaître quand le dîner sera froid. J'ai revu mon père, il avait retrouvé sa bonne humeur et son envie de vivre. On est resté à se raconter ce qui s'était passé depuis qu'on s'était quitté. Je lui ai demandé où est-ce qu'il était passé ce fameux dimanche où je l'avais cherché ou je l'avais pas trouvé. Nulle part. J'étais au bar de toujours comme d'habitude pour voir si vous alliez me trouver. Mais ta mère a moins d'imagination qu'une salade. Si je suis pas au bar de toujours, elle croit que je suis perdu. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancien bar? Mais il s'est rien passé, mais je m'ennuyais. On peut pas rester toute sa vie dans le même bar. Au bout de quelques années, on finit par connaître tout le monde, la vie sociale s'appauvrit beaucoup. Maintenant, ce bar-là aussi m'ennuie. Un jour, je vais revenir vivre avec vous. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Sûr que ça serait bien? Trouver le bon vieux temps, avec ta mère et tout. Bah pourquoi tu reviens pas maintenant? Mais parce que j'ai pas encore changé de bar. On peut pas vivre loin du bar qu'on fréquente. Moi, s'il y a plus de 200 mètres de la maison, ça me donne la flemme. Mais si j'en change, je reviens avec vous. À propos, ta figure s'est arrangée. Et je disais toujours que ça te passerait et que tu pouvais pas rester avec cette figure-là toute ta vie. Oh, c'est impressionnant comme elle s'est améliorée. Hein? Le père s'est mis aussitôt à La rêvasser. petite fille. Il disait qu'il voulait aller à la campagne rendre visite aux frères celui de l'arbre. Et qu'après avoir rendu visite à l'arboricole, il allait organiser une grande fête avec toute la famille. Je vais jeter l'argent par les fenêtres. On va fêter ça en grand. Le retour du père à la maison, ça va être inoubliable. Une fête dans les règles, comme on en fait dans ces occasions. T'imagines la tête de ta mère? Mais pour ça, j'ai besoin de temps. Faut que tu me laisses du temps. Si tu me presses, ça donnera rien. Et je vais devoir récolter un peu d'argent pour acheter les enfants. Il faut qu'on soit tous là, le père revient. Il doit manquer personne autour de la table. Hein? Tes frères les plus jeunes, je vais devoir les racheter. Attends, savoir combien on va me demander pour eux. Pour l'instant, je suis pauvre. Avec du temps et de l'argent, on réunira tout le monde. Ça, je te jure.
Tu pourrais pas me prêter un petit quelque chose pour commencer? Oh, commence pas, papa. Ben alors, un prêt, quoi. Tu me prêtes quand je peux, je te rends. Hein? Tu peux pas demander un prêt à sa fille, à qui on va le demander, alors? À quoi ça sert la famille, à s'entraider ou à s'escroquer? Mais j'ai pas de quoi te prêter, papa. Quant à cette fête, n'y songe pas. Les frères qu'on a vendus ont leur propre existence. De temps en temps, on se voit quand on en a envie, mais viens pas tout embrouiller. Alors on peut même pas montrer la tendresse qu'on a pour sa famille? Mais qu'est-ce qu'on est? On est une famille, on est n'importe quoi. Hein? Non, on n'est pas n'importe quoi. On est une famille. Le fondement de la société. Et ça, c'est sacré. Protégé par la loi. Jusqu'où on irait si la famille n'existait pas, hein? Alors? Et voilà mon père, insistant et insistant pendant une demi-heure. Oh, je voulais pas discuter. Le père n'a jamais appris à la fermer. Quand il avait quelque chose dans la tête, il pouvait faire du boucan pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on lui donne raison. Alors, tu vas bien donner un petit peu de sous dans ton père, non? Bon, allez, papa, il faut que je m'en aille. Alors, 3 cafés sirop, 7,50. Merci, au revoir, monsieur, dame. Maintenant, tu vas me dire une chose. J'ai rien à te dire, papa. Si, tu vas me dire. Toi qui es à moitié philosophe, je vais maintenant te poser une question pour voir ce que tu me réponds. Je peux ou non te poser une question? Pour moi, tu peux poser toutes les questions que tu veux. J'ai le droit ou non de te poser une question? Pareil, je vais rien te prêter. Bon. Allons-y. Voilà ma question. Et maintenant, on va voir si tu sais ou non répondre. Moi, en tant que père, j'ai le droit ou non de voir mes enfants? On me refuserait même le droit le plus élémentaire qu'à un homme, le droit de voir ses enfants. Mais où on est? Hein? Pose la question. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on refuse à un homme du peuple comme moi, le droit de voir ses enfants? Hein? Papa, suffit avec ça. Quant à cette fête, je veux plus en entendre parler. Compris? Il n'y avait pas moyen de C'est faire clair. taire le père qui la suivait dans la rue. Que tu ressens rien voir la famille? Que ni tes frères, ni tes sœurs, ni ta mère, ni moi on t'intéresse. Tu crois qu'on est tous pareils? Mais moi je suis un père. J'ai des sentiments. Mes enfants, c'est mes entrailles. Qu'on me tue plutôt que de m'empêcher de voir mes enfants. Papa, suffit avec ça ou ça va mal se terminer. Combien t'en veux pour ce vieux? Oh, tu me donnes 5 sous, il est à toi. Je le prends. Bon. Quand elle a raconté ça à la mère, elle est devenue furieuse. Mais comment tu pu faire ça? Ton père est ce qu'il est, mais il vend pour 5 sous, c'est un manque de respect comme je n'en ai jamais vu. Mais c'est parce qu'il arrêtait pas de parler, maman. En plus, il voulait que je lui donne de l'argent. Mais ton père est comme il est, personne ne changera. Mais non, non, justement, alors qu'il était sur le point de revenir à la maison, il te passe par la tête de le vendre. Lui qui t'aimait tant. Ma mère m'a émue. Je suis partie chercher mon père. Je cherchais à droite, à gauche.
J'ai appris qu'il était dans un dépôt de vieux. J'y suis allée. J'ai commencé à négocier avec un type très culotté. Écoutez, madame, il fallait réfléchir avant de vendre votre père. D'ailleurs, nous avons une norme très stricte. Les vieux ne s'en vendent pas. Et on peut même pas donner d'informations sur eux. Écoutez, il s'agit de mon père. Vous devez me renseigner. Qu'il s'agisse d'un père n'est pas une nouveauté. Ici, tous les vieux sont pères de quelqu'un. Parce que ce sont les enfants qui les ont vendus. De toute façon, même si je voulais vous aider, je pourrais pas. Les vieux sont tous mélangés. C'est pas possible de retrouver votre père, ni personne d'autre. Ici, c'est pas les archives, c'est un dépôt. La marchandise, elle n'est pas classée. On la met n'importe où, là où il y a de la place. Écoutez, je comprends bien toutes ces difficultés. Je sais que vous avez beaucoup de travail, mais c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Je voudrais pas vous dicter ce que vous devez faire, mais vous connaissez bien vos obligations. Je voudrais vous donner une petite pièce pour l'information que vous obtiendrez. Une petite pièce pour le dérangement que je vous cause. Bah, j'aimerais bien vous aider. Je vous préviens, ça va pas être facile. De toute façon, je vais essayer de faire quelque chose. Si je le fais, c'est pour vous. Laissez-moi les renseignements. Repassez demain pour voir si j'ai réussi à trouver où y est votre père. Comment c'est que vous m'avez dit qu'il s'appelait? Je lui ai laissé tous les renseignements. Je suis revenue le lendemain. Le type m'attendait. Il m'a dit que j'avais de la chance de tomber sur lui, que sinon j'aurais jamais retrouvé mon père. Finalement, ça m'a coûté 1000 balles, mais... Je veux pas Là, partir, moi. j'ai appris sur mon père que le dépôt lui plaisait et qu'il aurait préféré y rester. À peine arrivé, il avait commencé à organiser un commerce de vieux. Et en quelques jours, il s'était fait une petite fortune. Les vieux étaient tous déprimés. La seule chose qu'ils voulaient, c'était se laisser mourir. Mais le père les a convaincus qu'il y avait encore de l'espoir. Et que s'il lui donnait le numéro de téléphone d'un enfant, il se chargerait de tout. Alors, il appelait le fils ou la fille et il disait qu'il pouvait pas se faire tirer son père à condition qu'il paye une amende. Presque tous les fils se repentaient d'avoir vendu leur père, prêts à payer n'importe quelle somme pour qu'on le leur rende. Il disait au fils de venir retirer le père la nuit, par la porte de derrière. Il s'était mis d'accord avec le gardien. Il faisait sortir les vieux par la fenêtre et on payait comptant. Combien que t'as payé pour moi? 1000. 1000? Quelle impertinence! Mais dans quel monde on vit? On peut plus faire confiance à personne. Tu t'es fait escroquer. On peut plus rien y faire maintenant, mais ça a été une escroquerie. Nous, pour 1000 balles, on mettait jusqu'à 4 vieux en un seul lot. Et c'était un bon prix. Faudrait le dénoncer, ce type-là. On profite pas de la tendresse des gens comme ça. Je l'ai conduit à ma mère, qui a été très contente, pendant 1 heure, ou un peu plus. T'es arrivé avec ta petite fortune qui s'était faite avec les vieux. Et il décida de l'investir dans la fête familiale qu'il avait toujours en tête. Il est parti avec la mère chercher les enfants. Ils sont allés à la forêt et ils ont vu le frère suivre l'arbre. Puis pendant des mois, ils ont parcouru la ville jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à racheter tous les frères cadets. Au bout d'un an, père a organisé la fête. Mais comme il ne restait plus d'argent, quand on s'est mis à table, il n'y avait rien à manger. La sœur aînée vit bien que tout le monde l'a regardé. Et elle s'est mise à pleurer. Et elle essayait à l'impertinente de faire pitié avec des arguments comme cela. Arguments que personne n'écouta parce que dans la famille, ça n'a jamais fonctionné. Ah bien sûr, c'est toujours moi qui dois me sacrifier dans cette maison. Pourquoi vous vendez pas, On n'a rien à manger. Elle est partie en direction du marché. Ils sont tous mis à protester, ça lui a déclenché une crise d'hystérie. Ah, c'est un con que vous m'obligez à les vendre tous. Elle a attrapé l'autre et elle est partie avec les 3 qu'elle avait. On se rendait bien compte qu'avec la quantité de gens que le père avait réunis, la vente de 2 enfants ne rapporterait même pas qu'on commençait à manger. Pas même la vente de 3, mais c'est tout ce qu'on avait à négocier, les 3 neveux. Et Olivier s'en contentait. Au lieu d'un déjeuner, c'est devenu un dîner. Parce qu'il a bien fallu attendre que la sœur elle aille au marché faire les courses et qu'elle revienne avec.
étourdis qu'on était par le vent. Mon père a publié le projet de monter une entreprise de vente d'enfants. Et on monte l'entreprise. Et si vous me nommez directeur, je vous la lance en 2 mois. T'es trop vieux pour diriger une entreprise, papa. Vieux, moi. Mais si vous me nommez, je vous la mets en marche demain. T'es une main dessus le marché, alors on verra qui en aura fait dans ce pays. Et vous allez tous faire des enfants, plein d'enfants, et on va faire fortune, hein? Connaissant le manque d'organisation du père dans les affaires, on était tous persuadés que ça n'allait à rien donner. Mais on l'a quand même nommé directeur de l'entreprise. Puis la fête a continué. Le frère l'Arboricole a invité tout le monde à faire la prochaine réunion dans ses arbres, quand on le voudrait. On lui a dit que ses enfants, sûrs qu'ils étaient invendables. 4 petits garçons qui se promenaient par là comme des singes. C'est ce que vous croyez, vous? Parce que vous êtes ces enfants, pareil à tout le monde. Mais il y a des gens qui aiment les enfants un peu étranges et ont besoin de souvent bien de sœurs. Et on verra qui en tiendra le plus. Vous, avec vos enfants ordinaires, ou moi avec les miens. Pour consoler ma sœur, on lui disait de regarder notre réunion familiale. On avait tous été vendus plusieurs fois, à commencer par mon père. Et on avait réussi dans la vie. On maintenait le contact avec la famille. Sois pas seul. Tu sais, la première chose que je fais quand j'aurai l'entreprise, c'est de racheter tes enfants. Hein? Comme ça, t'arrêtes de nous embêter. Oh. La sœur aînée pleurait que non, jamais elle ne pourrait vivre sans ses 3 enfants. La fête dura toute la nuit. Au lever du jour, on s'est dit adieu au milieu des larmes et des embrassades. Ce fut une de ces rencontres qui vous réjouissent le cœur. Quelques semaines plus tard, ma mère m'appelle. Son frigo l'avait lâché. Elle avait besoin de 3005 pour en racheter un autre. Est-ce que je pouvais l'aider? Non, maman, d'où sortirai autant d'argent? Bon, je peux pas vivre sans frigo, moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Personne ne veut m'aider. Alors, je vais y réfléchir, mais de toute manière, je pourrais pas trouver 3005. Et tu pourrais pas revendre ton père? Quand j'ai entendu ça dit de cette façon nette et coupante, j'ai pas su quoi répondre. Ma mère qui voulait vendre mon père. Bon, c'est la vie. Un jour on éprouve des sentiments et puis la vie impose ses exigences et les sentiments changent. J'ai commencé à me renseigner dans les entreprises spécialisées en vieux. Tout en avait plus ou moins en stock. Quand je me renseignais juste pour savoir le prix, les bras m'ont tombé. Pour un vieux en bon état, on pouvait tout au plus arriver à 100 sous. Vêtements compris. De ce côté-là, il n'y avait rien à faire pour que la mère décroche un frigo. Je lui ai proposé de faire réparer l'ancien. Là, j'ai appris qu'il fonctionnait toujours. Quand je lui ai fait remarquer, elle m'a dit oui, mais très mal. Il est grand temps de les changer pour un neuf, hein. J'ai sondé mon père pour voir ce qu'il pensait de la vente. Il n'était pas au courant. Ma mère projetait de le vendre au secret. Ça m'a semblé être un manque de considération. Au bout d'un moment, mon père me dit: Tu veux pas me prêter 500 pour m'acheter un couteau ancien? T'es tombé sur la tête depuis quand tu t'intéresses aux antiquités? Mais j'ai toujours une faiblesse pour les vieilles choses. Mais j'ai jamais pu m'en acheter avec la quantité d'enfants que j'ai élevés. T'as élevé que t'as vendu serait plus juste. Et tu crois que vendre des enfants ça donne pas du travail? Tu crois qu'on reste assis tranquillement chez soi, à attendre que les gens vous ramènent un sac bourré de sous pour un morveux? Tu sais rien de la vie. J'aimerais bien t'y voir quand il faudra que tu vendes des enfants. Quoi qu'il en soit, j'ai pas 500. Je m'en doutais, mais je te le disais pour que tu vois dans quelle alternative je me trouve. J'ai jamais rien exigé pour moi, pour une fois que je veux un petit quelque chose, je peux même pas me l'offrir. Alors, il me reste rien, même pas un enfant. Qu'est-ce que je peux faire? Aller faire l'aumône? Dis, ça te semblerait juste que je parcours les rues de ce monde comme un mendiant? Ça te semblerait pas bien que je me traîne à droite à gauche à main tendue? Alors, qu'est-ce qui me reste? La seule chose que j'ai, c'est ta mère. Et après toute une vie passée ensemble, ça me fait je sais pas quoi de la vendre.
Avec ce qu'elle vaut, qu'est-ce qu'on me donnerait pour elle? Une misère. Je pensais que tu pourrais m'aider pour pas me voir dans l'obligation de franchir ce pas si douloureux. Je suis partie sans rien dire. Mais j'étais prête à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour les aider. Je réfléchis un moment. Et j'ai décidé d'aller voir mon frère l'arboricole, qui est un homme primitif mais qui a des idées très claires. Le monde est devenu fou. 3500 pour le frigo, 500 pour le couteau, 4000. Pas question. Si j'avais une telle fortune, je m'achèterais 2 arbres supplémentaires. On en a sacrément besoin. On est déjà 7 et j'en ai un autre en route. Ouais, mais je sais pas ce qu'on peut faire. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on prenne une décision tous ensemble. Moi, je sors pratiquement pas de chez moi. Mais si les frères le veulent bien, eh ben, on n'a qu'à se réunir ici et puis chercher une solution. Quelques jours plus tard, tout le monde était contacté, même les plus jeunes. Tout le monde s'est réuni sous les arbres du frère. Malgré le motif de la rencontre, c'était une petite fête. On était tous là, sous la présidence de l'arboricole. 23 frères et sœurs. La réunion eut lieu avant le déjeuner. Tout fut très rapide parce que la majorité ne voulait rien avoir à faire avec cette histoire et préférait commencer à manger tout de suite. La seule proposition du jour fut faite et fut adoptée par la classe. Le plus difficile fut de nommer les délégués pour mettre en pratique la résolution. Moi, sur qui les responsabilités sont toujours ton bien que ton poignet, je fus chargée de m'occuper des parents et de trouver un acheteur passable. La sœur Marguerite, qui tient un commerce d'objets d'occasion, devait vendre les meubles et le peu qui resterait des parents. Robert, quant à lui, devait décider à vendre la maison pour qu'on n'ait pas d'ennui avec l'héritage plus tard. Sachant que le marché des vieux était pas dans une conjoncture favorable, je pensais vendre les parents et me prendre des mois. Finalement, ce fut plus aisé que prévu parce que l'une des sœurs était fiancée à un jeune homme dont le père tenait un dépôt de vieux. J'ai discuté avec cet homme, j'étais d'accord pour prendre les parents, mais sachant qu'en plus nos familles seraient définitivement unies par le mariage, mais qu'en réalité son dépôt était complet. La vente des deux plus les meubles ne rapportait rien. On a décidé d'investir l'argent dans un reproché l'arboricole. Ça aurait été une bonne fête pour la famille. On s'est rappelé l'époque des ventes. On a parlé du père qui était un vrai lion pour tirer le maximum des acheteurs. Et observé après un peu de temps, il y avait tous les frères et sœurs et même la marquise. C'était pour mon mariage. Il y avait les parents aussi. J'avais payé pour une permission pour 2 jours. Mon père, il était plus le même, il n'y a plus rien qui l'intéressait. Alors... Même ses petits-enfants ne signifiaient plus rien pour lui. Un homme qui avait pourtant consacré sa vie aux enfants. La mère, par contre, était florissante. La vie au dépôt avait développé les charmes qu'on lui connaissait. Elle était contente de voir la famille réunie et de se sentir génitrice de tant de vie. Elle a reproché au père de pas être joyeux. T'es devenu vieux. Après toutes ces expériences qu'il y avait eu dans ma famille, j'étais bien décidée à pas vendre d'enfants, à moins que ce soit indispensable. Malheureusement, je me vis dans l'obligation de mettre les 2 premiers au marché, Pierrot et Jules. Mon mari était malade et le traitement m'obligeait à choisir entre dépenser l'argent pour les soins et garder le père, ou garder les enfants et laisser la maladie emporter mon mari. Heureusement, après la naissance d'Anna, j'ai guéri. Et il a été possible de racheter Pierrot et puis plus tard Jules. Ou à partir de ce moment-là, on en vendait un par-ci, un par-là, mais temporairement. Un jour, on a dû faire le troc de Pierrot, le pauvre. Oh, la télé nous avait lâchés. On a dû l'échanger contre une presque neuve. Au bout d'un mois, on l'a récupéré. L'acheteur le trouvait insupportable. Ces gens qui n'ont pas de patience avec les enfants. L'arboricole prêtait de l'argent chaque fois qu'on en avait besoin. Ha, il avait du nez pour les affaires, cet homme-là. Il s'était enrichi en vendant 5 de ses petits singes à un cirque. Il avait raison de les élever de cette façon-là. Ces enfants valaient leur prix. On n'a pas tous été aussi intelligents que lui en élevant nos enfants. Quand il nous y restait 4 garçons, on a acheté une fille. Mon mari désirait follement avoir une petite femme à la maison. Pour son anniversaire, je suis allée au marché et je la lui ai achetée. Les enfants ont grandi, ils ont fait leur vie. Parfois, l'un d'entre eux venait à la maison pour nous amener les petits-enfants. Tout comme mon père, je faisais 2 réunions familiales par an et, tout comme mes parents, j'ai fini dans un dépôt. Maman, tu aurais pas quelque chose à me pâter? Non,
Et tu sais bien que pour moi, on ne donnera pas grand-chose si c'est à ça que tu penses. Bon, aussi peu que ce soit, je t'emmène quand même au dépôt. Avec la vente de vous deux, et puis ce que j'ai, je pourrais me débrouiller. Tu comptes pas vendre aussi ton père? Pourquoi pas? C'est ainsi que se termine une partie de l'histoire de notre famille. Un jour, nos enfants et nos petits-enfants raconteront la suite. Cette passion que nous avons toujours eue pour les enfants et que nous avons héritée de nos parents.